Les éditions Sixtrid, avec l'aimable autorisation des éditions Perrin, présentent Histoire d'Israël, tome 1, de Michel Abitbol, lu par Renaud Bertin Cordoliani. Avant-propos. Ce livre retrace l'histoire de l'État d'Israël, qui a célébré en 2023 son 75e anniversaire. Situé au cœur d'une des régions les plus instables de la planète, le Proche-Orient, et contraint d'évoluer depuis sa naissance dans un environnement hostile, Israël, tantôt mythifié, tantôt diabolisé, ne laisse personne indifférent. D'abord porté au nu pour ses réalisations exceptionnelles, comme le kibboutz, le relèvement des rescapés de la Shoah, l'intégration de dizaines de milliers d'immigrants venus du monde entier, ou le reverdissement du désert, l'État hébreu est appréhendé le plus souvent ces dernières années à travers le seul prisme du conflit israélo-arabe et du sort réservé aux Palestiniens depuis la guerre des 6 jours en 1967. Une approche réductrice qui passe sous silence des pans entiers de l'histoire complexe et mouvementée de ce pays, que ses ennemis considèrent comme une pure entreprise coloniale, mais qui, au demeurant, est née de la rencontre plutôt improbable entre une idéologie moderne et laïque de renaissance nationale, le sionisme, et l'idée messianique du retour à Sion, toponyme utilisé dans les textes religieux juifs pour désigner Jérusalem et, par extension, la terre d'Israël. Ce pays, qui, selon la Bible, est promis par Dieu à Abraham et à ses descendants, et où les Hébreux exercent pour la première fois une pleine et entière souveraineté politique à l'époque du roi David et de son fils Salomon, 11e-10e siècle avant Jésus-Christ. Le roi Salomon érige au sommet du mont Moria, à Jérusalem, là où le ciel rejoint la terre, un sanctuaire destiné à devenir le symbole de l'unité religieuse et politique du peuple juif. Ce premier temple est détruit en 586 avant Jésus-Christ par Nabuchodonosor, roi de Babylone, et reconstruit 70 ans après, sous les auspices du roi des Perses, Cyrus, 556-539 avant Jésus-Christ, qui, peu de temps avant sa mort, autorise les Juifs exilés à Babylone à retourner en Judée, qui passe à partir de 333 avant Jésus-Christ, sous la domination des Ptolémées et des Séleucides grecs d'Égypte et de Syrie. Ils sont chassés au bout de 2 siècles par la dynastie juive des Asmonéens, qui étend son pouvoir sur toute la Palestine entre 140 et 63 avant Jésus-Christ. Le pays tombe ensuite sous le joug des Romains, qui y instaure un régime d'arbitraire et de corruption. Excédée, la population se soulève en 66. Révolte qui se termine 4 ans plus tard par la mise à feu et à sang de Jérusalem et par la destruction du 2e temple. La Judée sombre alors dans une longue décadence et après la répression de Bar Korba en 135, les Juifs y deviennent minoritaires tandis que leur capitale historique perd jusqu'à son nom pour s'appeler Aelia Capitolina. Dès lors, c'est hors de Jérusalem et de la Palestine que bat le cœur du monde juif au moment où la reconstruction du temple et la restauration du royaume d'Israël sont relégués à des temps futurs, à l'ère messianique. Pour autant, le retour à Sion tant espéré demeure une dimension essentielle du judaïsme alors que Jérusalem continue d'occuper une place centrale dans la liturgie et le folklore juif. Ainsi, dans toutes les synagogues, les fidèles tournés vers Jérusalem prient-ils chaque jour pour le retour en Terre Sainte et la fin de l'exil, Galout. Lors de la Pâque juive, c'est par la prière « Dieu rebâtit Jérusalem, la ville sainte, rapidement et durant notre vie »
que l'on clôture le repas rituel dans tous les foyers. De même, dans toute cérémonie de mariage, le nouvel époux brise un verre avec son pied pour rappeler la destruction du temple, pendant que les convives lui souhaitent en chœur l'an prochain à Jérusalem. Cependant, jusqu'à l'avènement du sionisme, conçu à la fin du XIXe siècle par le journaliste et écrivain viennois Theodor Herzl, la Palestine occupe une place marginale seulement sur la carte des migrations juives. Néanmoins, sa seule évocation en tant que lieu d'élection pour l'établissement d'un futur État juif fut suffisante pour permettre au sionisme, en temps voulu, de devenir un mouvement de masse et de se démarquer des autres courants politiques juifs qui, comme lui, voulaient apporter une solution au problème juif. Un problème devenu brûlant en Occident un siècle après la Révolution française qui émancipa les Juifs et accéléra leur assimilation dans la société. Des acquis qui furent remis en question par un mouvement judéophobe d'un nouveau type, l'antisémitisme, qui connut dans la seconde moitié du XIXe siècle une flambée spectaculaire, non seulement dans la Russie autocratique des tsars, mais aussi à l'intérieur de l'Europe démocratique et développée, en Allemagne, en France et en Autriche. De fait, ce n'est pas le juif traditionnel du ghetto qui en était la principale cible, mais le juif émancipé et déjudaïsé des temps modernes. Le banquier, le journaliste, le capitaine des armées, l'homme de lettres et des spectacles, qui, dans ses mœurs, son éducation, son comportement politique et ses activités professionnelles, était devenu pareil à son voisin non-juif. Ce fut une terrible révélation pour Theodor Herzl, qui appartenait à un milieu coupé de la tradition juive et complètement laïcisé. Effaré, il assista à Paris au dernier soubresaut de l'affaire Dreyfus et à Vienne à l'élection en 1897 d'un premier maire antisémite, Karl Lueger. Il en conclut que pas plus l'assimilation que la démocratie ne pouvait résoudre la question juive. Cette impossibilité se doublait à ses yeux d'une autre menace, le dépérissement du peuple juif sous l'effet conjugué précisément de l'assimilation et de l'antisémitisme qui conduisirent des milliers de juifs à se convertir, en Allemagne notamment, à l'exemple du père de Karl Marx ou du poète Heinrich Heine. Une dissolution qui, il faut bien le souligner, ne rebutait pas tous ses contemporains. Le judaïsme peut mourir de sa belle mort, culte et race, instinct et tradition confondus, souhaitaient même de grands esprits du mouvement juif des Lumières, ou Haskalah, comme Abraham Geiger, James Darmesteter et Theodor Reinach. Les Juifs surenchérissaient l'écrivain Bernard Lazare, ardent défenseur du capitaine Dreyfus, devraient suivre l'exemple des Phéniciens, qui, après avoir fermé leur comptoir à travers l'Europe, s'étaient dissous au sein des peuples parmi lesquels ils vivaient. « Que m'importe à moi, Israélite de France », écrivit-il dans une violente diatribe contre l'Alliance israélite universelle et son œuvre de solidarité juive à travers le monde, des usuriers russes, des cabaretiers galiciens prêteurs sur gage, des marchands de chevaux polonais, des revendeurs de Prague et des changeurs de Francfort. En vertu de quelle fraternité irais-je me préoccuper des mesures prises par le tsar envers des sujets qui lui paraissent accomplir une œuvre nuisible? Qu'ai-je de commun avec ces descendants des Huns? Grâce à ces hordes avec lesquelles on nous confond, on oublie que depuis bientôt 2000 ans, nous habitons la France, 2000 ans, comme les Francs. Car, pour Bernard Lazare, comme pour la plupart des Juifs émancipés de la première et de la seconde génération, il n'y a plus de peuple juif ou de nation juive depuis l'émancipation. Il n'y a plus que des Autrichiens, des Hongrois, des Allemands ou des Français de confession juive. En un mot, enseigné déjà en 1828 Léon Halévy, auteur d'un résumé de l'histoire des Juifs modernes, il faut que pour les Juifs de France, le nom de Juif devienne l'accessoire et le nom de Français le principal. Aussi devrait-on, selon lui, réformer la religion juive, qui était trop asiatique pour des nations européennes,
et provoquer la fusion complète et définitive des sectateurs de Moïse et des autres Français. D'ailleurs, rabbins germaniques et français songèrent dès cette époque à réformer le judaïsme en y introduisant certains usages des églises chrétiennes, comme la présence de l'orgue à la synagogue ou le report des offices du Shabbat du samedi au dimanche. Ils ont aussi voulu le dépolitiser en proclamant que la nation juive avait cessé d'exister depuis la destruction du Temple, ou encore en donnant une tonalité universaliste à la conception traditionnelle juive des temps messianiques et du retour à Sion. La France est notre seule véritable patrie, l'unique terre promise, clame en 1851, du haut de sa chaire de philosophie juive, Lazare Vogue, professeur au séminaire israélite de Paris. Quant au temps messianique que l'historien Maurice Bloch situait à la Révolution française, c'était de l'avis du rabbin Isidore Loeb, 1839-1892, la simple vision d'une sorte d'émancipation des peuples et des hommes par la charité et la fraternité universelle. Assimilationnistes à tout crin, la plupart des Juifs d'Europe occidentale préféraient le modèle universaliste de la solution de la question juive véhiculé par la Révolution française, qui a reconnu aux Juifs tous les droits que l'homme tient de la nature. Une reconnaissance qui a conduit, après les guerres napoléoniennes, à l'émancipation juive dans la plupart des pays développés. Non pas toujours, hélas, parce qu'elle reflétait le sentiment général de la population, mais parce qu'elle correspondait à un certain idéal démocratique et humaniste qui voulait que l'égalité des Juifs figurât dans le code légal de tout pays civilisé qui se respecte. Ce qui fit dire cyniquement à l'ami de Herzl, Max Nordau, 1849-1923, que l'émancipation des Juifs était devenue ainsi l'une des indispensables pièces d'ameublement dans le ménage d'un État hautement civilisé, à peu près comme le piano qui se doit de figurer dans le salon, même si aucun des membres de la famille n'en sait jouer. Très secoué par l'émergence de l'antisémitisme, il était cependant hors de question pour Théodore Herzl de tourner le dos à l'Europe des Lumières ou de condamner l'émancipation. D'ailleurs, c'est à l'un des apports les plus emblématiques de la Révolution française, l'État-nation, qu'il se référa lorsque, après maint détour, il vint à s'occuper de la question juive et a publié en 1896 son célèbre « L'État des Juifs », essai d'une solution moderne du problème juif, qui devait servir de plateforme idéologique au premier congrès sioniste qui se tint dès l'année suivante à Bâle.